Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 août 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue de nouveau, professeur. Bonjour Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir. Et je présente mes excuses aux téléspectateurs. Nous discutions avant l'émission et nous nous plaignions. Enfin, c'est surtout moi qui me plaignais de la télévision d'État iranienne et j'ai complètement oublié que l'émission devait commencer il y a 15 minutes. Permettez-moi de commencer parce que le président du Parlement iranien a publié il y a quelques instants. Il a déclaré que nous avions reçu de nombreux messages de pays voisins au sujet de la mise en place de nouveaux dispositifs de sécurité et d'une coopération économique dans la région. Les États-Unis ont mis la sécurité de chacun de leurs alliés en si grand danger, par intimidation et par pur mépris de leurs intérêts, au nom d'Israël, qu'ils ont brièvement vu leur existence même menacée. Un ordre indépendant, issu de la région elle-même, est ce qui apportera réellement la paix et la sécurité. Il parle d'une organisation qui viendrait entièrement de l'intérieur de la région. Si quelque chose doit se faire en matière de paix et de prospérité, cela doit venir de la région et des gouvernements de la région. Qu'est-ce que cela signifie? Et que savons-nous de l'entente qui est en train de se dessiner en Asie occidentale? Je pense que cette phrase, où il dit que, pendant un moment, ils ont vu toute leur existence en jeu, est une partie importante du tweet. Et cela montre qu'ils savaient à quel point ils étaient vulnérables et à quel point leur régime était proche de s'effondrer. C'est quelque chose dont nous avons parlé pendant la guerre, pendant les combats, aussi bien durant les 40 jours que durant les 13 jours. Je le dis depuis de nombreuses années. Mais pendant la guerre, je disais que l'existence de ces régimes du Golfe Persique dépendrait de la volonté du peuple iranien. Et s'ils poussent trop loin, ou s'ils permettent aux Américains d'aller trop loin, alors ils cesseront d'exister. Et apparemment, ils ont fini par le comprendre. Donc ce que dit le docteur Ghalibaf, c'est que la seule façon de sortir de cette situation, c'est que ces pays ignorent les Américains et mettent en place un mécanisme régional de sécurité commun. Les Américains, de toute évidence, ne se soucient d'aucun de ces pays. Ils ne se soucient pas de leurs dirigeants, alors même qu'ils envoient des milliers de milliards de dollars aux États-Unis, qu'ils achètent leurs obligations, placent leur argent dans leurs banques, acquièrent des actifs et achètent leurs armes. Des armes qui, pour eux du moins, ne valent rien, puisqu'elles ont été incapables de faire quoi que ce soit contre l'Iran pendant la guerre. C'étaient les Américains. La solution la plus intelligente pour eux serait donc d'ignorer Trump, d'ignorer les États-Unis et de voler de leurs propres ailes, devenir souverains et mettre en place un dispositif de sécurité mutuelle dans la région. Parce que tous les pays de cette région veulent et ont besoin de paix et de stabilité. L'Iran en a besoin. Tous les pays du Golfe Persique en ont besoin. C'est ainsi que leurs économies prospèrent. Les États-Unis ne se soucient pas de notre sécurité. Ce qui les intéresse, c'est le régime israélien. Ils sont donc prêts à sacrifier la vie de population dans toute la région et d'ailleurs dans le monde entier au nom de Netanyahou, du sionisme et du régime sioniste. Mais nous verrons bien, parce que je pense que nous ne sommes pas du tout tirés d'affaire. Si les États-Unis tentent d'imposer un nouveau régime de sanctions pour contraindre les pays voisins à couper leurs liens économiques avec l'Iran, alors nous ne sommes pas dans un cessez-le-feu. Et les pays qui ont aidé les États-Unis dans cette guerre et qui continuent de les aider dans cette guerre à l'heure où nous parlons seraient des adversaires. Donc,
Si l'Iran ne peut pas faire des affaires, eux non plus ne pourront pas en faire. Si les ports iraniens ne fonctionnent pas, leurs ports ne fonctionneront pas non plus. Il ne s'agira plus seulement du détroit d'Ormuz. Cela pourrait concerner les aéroports. Cela pourrait concerner le Caucase, selon ceux qui coopèrent. Je veux dire, si par exemple Bakou bloque la coopération, ou disons le commerce entre la Russie et l'Iran, alors le fait que Bakou exporte du pétrole vers le régime israélien pour l'aider dans ses guerres, les Iraniens pourraient le sanctionner pour cela. Ou si les Émirats décident d'essayer d'aider à étrangler l'économie iranienne, et ainsi de suite. Le point, c'est donc que, espérons-le, les États-Unis échoueront à nuire à qui que ce soit dans cette région. L'Iran veut une région stable et calme, où les peuples, le peuple iranien, bien sûr, ses alliés de l'axe de la résistance, ainsi que les autres, puissent vivre dans la paix et la prospérité. Mais si les États-Unis escaladent, alors je pense qu'une partie du tweet du président du Parlement iranien est importante. Ces pays l'ont déjà vu, ces régimes l'ont déjà vu. Leur destin, leur avenir, était gravement menacé. Ils devraient donc en prendre note. Ils devraient s'en souvenir dans les jours et les semaines à venir. Ce que Donald Trump a dit il y a 2 jours, c'est que les gens trouvent des alternatives à Hormuz. Et vous savez, l'alternative, c'est le Texas, l'Alaska et la Louisiane. Qui va être satisfait de cette réponse, de cette alternative? Est-ce que les pays du CCG vont en être satisfaits? Ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas d'eux. Je veux dire, c'est aussi ce qui ressort du tweet du Dr Ghalibaf. Trump ne se soucie pas de ces pays. Les Américains ne se soucient pas de ces pays. Je parle de l'élite politique. Ils ne s'y intéressent que tant qu'ils peuvent les exploiter, et tant que ces régimes servent les intérêts du régime israélien. Ça a toujours été comme ça. Aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit qui nuise aux intérêts des États-Unis ou du régime israélien au cours des dernières décennies. Aucun. Le Qatar fait parfois semblant de le faire, mais le Qatar est comme tous les autres. Al Jazeera n'est qu'une chaîne de télévision qui les aide. C'est un peu comme une opposition contrôlée. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Al Jazeera, sans aucun doute. Mais c'est une opposition contrôlée. Et si les Américains voulaient qu'elle ferme, ils la feraient fermer aujourd'hui. Alors, le Qatar, les Saoudiens, les Émiratis, ils ne s'aiment peut-être pas tous, mais ils obéissent tous aux États-Unis. Mais Trump les a poussés dans une direction qui met en danger tout leur avenir. Et il le fera pour le bien du régime israélien. Et ils l'ont compris. Le problème, c'est est-ce qu'ils feront quelque chose? La question, c'est est-ce qu'ils feront quelque chose à ce sujet? Ils savent qu'ils ne comptent pas. Ils savent qu'ils n'ont aucune importance pour les États-Unis, sauf dans la mesure où les États-Unis tirent profit d'eux. Mais de toute façon, ils ne le feraient jamais. Les États-Unis ne sacrifieraient jamais le régime israélien pour eux. Donc tout au long de cette guerre et des combats, nous avons vu que les États-Unis utilisaient leur capacité de défense aérienne pour protéger Israël, pas ces pays. Ces pays étaient en première ligne de la guerre des États-Unis contre l'Iran. C'étaient les forces en première ligne qui aidaient Trump. Mais Trump ne les aidait pas. Il aidait Netanyahou. Et vous savez, Nima, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ces pays ont été si gravement endommagés et que chaque jour la situation empire pour les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens et les Qataris, ils ont beaucoup d'actifs aux États-Unis. Ils ont beaucoup d'obligations aux États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont les laisser vendre ces obligations pour reconstruire leur pays, pour subvenir à leurs besoins? Il n'y a absolument aucune chance. Ils les laisseront peut-être en retirer un peu par-ci, un peu par-là, mais cet argent est perdu.
Les États-Unis ne rendront jamais une partie de cet argent à ces régimes. Ils doivent laisser cet argent là-bas. Et s'ils ont de la chance, tant qu'il n'y a pas d'effondrement, ils pourront toucher quelques revenus de leurs obligations. Mais en gros, c'est tout. Nous savons que Donald Trump veut, enfin pas Donald Trump lui-même, mais Scott Bessent, J.D. Vance, ils parlent tous d'exercer une pression économique énorme sur l'Iran. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, ni de nouveau pour l'économie iranienne. Vous en connaissez l'histoire. Mais selon vous, quelle est la différence entre cette fois-ci et ce qui se faisait auparavant? Je ne sais pas ce qu'ils prévoient. Évidemment, vous avez raison. Ce n'est pas nouveau pour l'économie iranienne, et l'Iran vit sous des sanctions de pression maximale depuis de nombreuses années. Les Européens, les Américains et leurs alliés ont essayé d'étrangler le peuple iranien pendant des décennies. Cela en dit largement assez sur ce que sont réellement ces régimes. Ils sont brutaux et barbares. Je l'ai toujours dit, les régimes les plus inhumains de cette planète sont les régimes occidentaux, les plus barbares, les plus rétrogrades, les plus vicieux. Quand on a survécu à des attaques chimiques, comme beaucoup de gens en Iran, on comprend mieux ce que signifie réellement le monde libre et le monde civilisé. Alors, quand ils s'en prennent aux gens ordinaires, ils veulent les mettre à genoux, le pays tout entier, pour parvenir à leurs fins. C'est l'objectif de l'Occident. Alors les enfants, oui, tuez-les, faites-les mourir. Je veux dire, après Gaza, c'est évident. Mais avant Gaza, beaucoup de gens ne le voyaient pas vraiment. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont écrasé la Syrie. Ils ont diabolisé le gouvernement syrien en disant à quel point il était mauvais et tout le reste. Mais ils étranglaient le peuple syrien. Ils finançaient Daesh et Al-Qaïda et tuaient des centaines de milliers de personnes avec leurs groupes terroristes. Quel que soit le gouvernement syrien, eux étaient infiniment pires. À Cuba, quel que soit le gouvernement, eux sont infiniment pires. Les Américains et ceux qui soutiennent les sanctions, parce qu'ils visent toute la population. Et c'est pareil partout où ils ont utilisé la nourriture et les médicaments comme des armes, comme à Gaza. Gaza était étranglée depuis des décennies et l'Occident n'y voyait aucun problème. Et elle est étranglée aujourd'hui encore. La plupart des gens qui meurent à Gaza meurent de maladies, du manque de médicaments, des pénuries alimentaires. Beaucoup ont des besoins particuliers ou un régime alimentaire spécifique qu'ils doivent suivre et ils ne le peuvent pas et ils meurent. Des centaines de milliers de personnes sont mortes à Gaza. Vous savez, un rapport disait que près de 40 millions de personnes, 40 millions de personnes je crois, 38 millions, sont mortes entre 1971 et 2021 à cause des sanctions occidentales. C'est, vous savez, 40 millions de personnes. C'est comme si la population de l'Irak tout entière avait été rayée de la surface de la Terre par les sanctions occidentales, sur 50 ans, partout dans le monde bien sûr. Donc voilà à quoi nous avons affaire. Et donc l'Iran doit évidemment prendre ces menaces au sérieux. Maintenant, que vont faire les États-Unis? Vont-ils essayer d'intimider des pays voisins comme le Pakistan, la Turquie, le Turkménistan, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, et ainsi de suite, ou encore l'Irak, pour qu'ils coupent tous leurs liens avec l'Iran? Ou bien que vont-ils faire? Je ne sais pas. Il faudra attendre et voir. Mais d'abord, l'Iran est très... S'il y a un pays sur cette terre qui est résilient face à ce genre de choses, c'est bien l'Iran. Et ce pour de nombreuses raisons. Pas seulement son expérience, mais aussi sa culture, son histoire, son idéologie religieuse. Et puis, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas de cessez-le-feu avec les États-Unis. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous sommes en guerre. Et les pays de la région qui accueillent des bases américaines sont de fait en guerre avec nous.
Les mêmes pays auxquels le docteur Ghalibaf s'adresse en disant « Mettons fin à cela ». S'ils n'y mettent pas fin, ils en subiront eux aussi les conséquences. Si on ne nous permet pas d'importer de la nourriture pour nos enfants, ces régimes ne seront pas autorisés à utiliser leurs ports. L'Iran pourrait fermer les aéroports. Tout est possible. Ils ne pourront donc pas aider les États-Unis à étrangler l'Iran, car la seule manière pour les États-Unis d'étrangler ou de tenter d'étrangler l'Iran, c'est de passer par ses voisins. La Chine ne respectera pas cela, la Russie non plus. Enfin, elle est complètement sous sanction. Que peut-on faire de plus? Enfin, comment les États-Unis vont-ils menacer la Russie? Et la Chine sait où sont ses intérêts. Mais les pays de la région, certains d'entre eux, pourraient être contraints par intimidation d'appliquer des politiques dictées par Trump. Si cela se produit, les États-Unis doivent s'attendre à une réponse iranienne. Et les Iraniens ont les élections de mi-mandat américaines en ligne de mire. Ils ont les élections de mi-mandat américaines en ligne de mire. Donc je pense, enfin si j'étais un dirigeant iranien, je dirais « D'accord, vous allez essayer de me nuire. J'entends dire que votre marché obligataire connaît de graves difficultés. Eh bien voyons si je peux aggraver la situation. J'entends dire que la monnaie japonaise est en train de tomber dangereusement bas. La dévaluation s'accélère. Voyons ce que nous pouvons faire pour empirer les choses. Voyons ce que nous pouvons faire pour forcer la main de Trump et provoquer une crise sur le marché obligataire. Enfin, il y a tellement de choses que l'Iran peut faire dès maintenant pour nuire à Trump au cours des 2 mois et demi à venir qu'il devrait être terriblement inquiet. Pensez-vous que nous savons qu'ils parlaient d'un blocus terrestre? Un blocus terrestre, cela veut dire qu'ils ont besoin de la coopération de tous les pays autour de l'Iran pour faire pression sur l'économie iranienne. Et 2 pays importants, comme vous l'avez mentionné, sont la Turquie et le Pakistan. Nous savons qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup d'influence sur ces 2 pays. Mais lorsqu'il s'agit de la mer Caspienne, il n'y a personne pour couper l'Iran de la Russie. Et corrigez-moi si je me trompe. En matière d'alimentation, l'Iran a besoin de blé, d'huile de graines et de ce genre de produits qu'il reçoit essentiellement d'Asie centrale et de Russie. Et ils n'ont pas besoin d'aller dans le Golfe Persique pour le recevoir du Golfe Persique. Le seul problème concernerait les exportations de l'Iran avec ce blocus. Alors, la situation est-elle pire qu'avant, pendant le retrait du JCPOA ou sous l'administration Obama? Parce que ces gouvernements se succèdent en parlant de sanctions écrasantes, de pressions énormes. Et comment voyez-vous l'Iran aujourd'hui? Parce que nous devons comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent, depuis le 28 février. Il y a eu un changement radical à l'intérieur de l'Iran, à cause de la guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran. C'est quelque chose de nouveau. Les nouvelles générations, la génération Z et les autres générations en Iran, n'avaient aucune réelle expérience de la guerre, ni de la façon dont elle peut être dévastatrice. C'est pourquoi on voit une forme d'unité grandir à l'intérieur de l'Iran depuis le début de la guerre. Comment voyez-vous la résilience du peuple iranien comme conséquence de la guerre, ainsi que la manière dont l'Iran envisage plusieurs solutions pour gérer ses problèmes économiques, compte tenu de la pression que les États-Unis veulent exercer sur l'Iran, de la pression qu'ils font peser sur l'économie iranienne? Eh bien, tout d'abord, après que Trump a quitté le JCPOA, les exportations de pétrole iranien sont tombées à presque 0 pendant assez longtemps. Je ne me rappelle plus combien de temps exactement, mais disons quelques années. Donc l'Iran a survécu sans exporter de pétrole.
Et l'Iran a bien du pétrole en ce moment même en haute mer. Parce qu'avant la guerre, l'Iran avait beaucoup de pétrole qu'il ne pouvait pas vendre facilement et qui se trouvait dans des pétroliers. Il l'a vendu progressivement. Et au début du JCPOA aussi, l'Iran avait beaucoup de pétroliers bloqués dans le golfe Persique, plein de pétrole, qui ne pouvaient pas partir à cause du siège. Puis dès que le JCPOA a été signé, ces pétroliers sont partis. Il y avait des dizaines de millions de barils de pétrole. Donc l'Iran a encore du pétrole à vendre. Iran still has oil to sell, but at some point that will come to an end. But Iran still does export. Mais à un moment donné, ça prendra fin. L'Iran continue toutefois d'exporter certaines quantités de pétrole par différents moyens, via le golfe Persique, via l'Asie centrale. Nous avons déjà vécu cette situation par le passé. Deuxièmement, c'est ce que vous disiez. La société iranienne est aujourd'hui plus unie qu'elle ne l'a jamais été depuis mon adolescence, et à certains égards peut-être même davantage qu'à cette époque. Je ne sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais cela montre que c'est un pays très uni. En plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Ce n'est pas comme lorsque Trump est sorti du JCPOA, ou lorsque Obama a lancé la campagne de pression maximale, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Trump qui a fait cela. Maximum pressure set campaign, because many people think it was Trump that did this. No, it was Obama who started the maximum. Non, c'est Obama qui a lancé la campagne de pression maximale avec des sanctions visant les Iraniens ordinaires. Je crois qu'il les appelait des sanctions paralysantes. Et Trump, je crois quand il les a rétablies, les appelait des sanctions brutales. Ou peut-être l'inverse, mais je crois que c'était comme ça. Donc ils essayaient de paralyser les Iraniens ordinaires, d'infliger un traitement brutal aux Iraniens ordinaires. Et bien sûr, tout l'Occident les soutenait. Personne, vous savez, n'a exprimé d'indignation en Occident face à ce genre de comportement. Comme avec Cuba, comme avec le Venezuela, comme avec la Syrie, comme avec l'Irak. Vous vous souvenez quand ils ont imposé des sanctions à l'Irak? À un moment, on a dit que 500 000 enfants étaient morts. Puis ils ont interrogé Madeleine Albright. Et elle a tristement déclaré, vous savez, nous pensons que c'était, oui, nous pensons que ça en valait la peine. Voilà comment se comporte l'Occident. Voilà ce qu'ils sont. Ils n'ont aucune morale. Zéro. Ils prétendent être civilisés, mais ils en sont très loin. Ce sont les moins civilisés. Quand vous passez devant une ambassade occidentale, n'importe où dans le monde, les gens qui sont à l'intérieur, ce sont eux les non-civilisés. Ils sont plus non-civilisés que n'importe qui d'autre, parce qu'ils représentent ce comportement. Ils représentent cette folie, cette malveillance. Et bien sûr, quand vous regardez les dossiers Epstein et quand vous regardez Gaza, toutes ces choses deviennent beaucoup plus claires. Vous comprenez mieux comment sont ces gens-là. Dans le passé, il arrivait que des personnes d'ambassade occidentale en Iran veuillent me voir. Et parfois, je les laissais venir me rendre visite sur le campus ou ailleurs. Mais ces 2 ou 3 dernières années, je me suis simplement dit, je ne veux plus voir aucun d'entre eux. Ils dépassent les bornes, ils ne valent pas mon temps. Voilà donc à quoi nous avons affaire. Je m'égare, pardon. Mais quoi qu'il en soit, l'Iran a déjà connu des périodes difficiles par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, l'Iran est dans une situation différente parce que nous sommes en guerre. À l'époque, lorsque les Américains ont imposé des sanctions, nous ne pouvions pas faire grand-chose à part lutter pour survivre. Mais aujourd'hui, il y a une coalition qui combat contre nous. Une partie de cette coalition se trouve de l'autre côté du golfe Persique. Le régime israélien, la Jordanie, ces régimes-là. Il y en a d'autres aussi, mais ce sont eux qui ont permis que des bases américaines soient utilisées contre nous. Et ils ne font pas seulement partie de cette guerre. Ils font aussi partie de la guerre de 12 jours, parce que des avions américains, qui ravitaillaient en carburant les chasseurs israéliens pour bombarder l'Iran, décollaient de ces pays. Ils utilisaient du carburant payé par ces pays, produit par ces pays,
pour ravitailler les chasseurs israéliens qui bombardaient l'Iran. Ils ont donc participé à 2 guerres. Et puis, dans les années 1980, ces pays ont versé à Saddam Hussein des centaines de milliards de dollars, enfin, en valeur actuelle, ce serait beaucoup plus, pour tuer des Iraniens. Donc, ils sont en guerre contre nous. Ils font partie de cette guerre. Alors, si les États-Unis tentent de nous étrangler, ce sont les partenaires des États-Unis. Et on peut tout arrêter. Je veux dire, ce n'est pas que le détroit d'Ormuz ne soit pas... Vous savez, comme je l'ai dit, si vous fermez leurs ports, si vous neutralisez leur production, le détroit d'Ormuz n'a plus d'importance. Il n'y a plus de débat sur le nombre de barils de pétrole qui y sont passés aujourd'hui. C'est fini. Ce sera fini. Si vous neutralisez les installations au Qatar, si vous les neutralisez en Arabie Saoudite, si vous les neutralisez aux Émirats, qui se soucient du nombre de barils de pétrole qui passent ce soir, ce sera bientôt 0. Vous savez, les États-Unis sont très vulnérables. Et une autre différence entre aujourd'hui et à l'époque. À l'époque, la Chine et la Russie étaient bien plus faibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ils commençaient tout juste à s'affirmer, comme l'Iran. Et ils commençaient à gagner en puissance. Ils n'avaient pas assez confiance en eux pour tenir tête aux États-Unis. Je veux dire, lorsque les États-Unis imposaient des sanctions à l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, les Russes et les Chinois ne voulaient pas que ces résolutions soient adoptées. Mais à l'époque, ils étaient faibles. Donc, tout ce qu'ils faisaient, c'était les édulcorer. Mais au final, ils n'y mettaient pas leur veto. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils mettent leur veto à toutes les résolutions contre l'Iran. Ils ont donc davantage confiance en eux, ils sont plus forts, les États-Unis sont plus faibles, et eux sont plus forts. Les États-Unis sont aujourd'hui plus vulnérables face à eux. Pas comme à l'époque. À l'époque, ils ne voulaient pas d'ennui avec les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec les États-Unis et ils doivent riposter. Il y a donc tout un ensemble de raisons qui expliquent pourquoi leur comportement a changé. La situation est différente aujourd'hui de ce qu'elle était alors. La position de l'Iran est donc très différente pour toutes ces raisons. Mais il y a aussi autre chose. L'Iran est un pays bien plus confiant. Après cette guerre, beaucoup d'entre nous pensaient que nous allions la gagner. Nous n'avions aucun doute. Mais beaucoup d'entre nous n'en étaient pas convaincus. Et maintenant, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui pensaient que nous allions nous effondrer, que nous étions vulnérables ou très craintifs, ont acquis une confiance nouvelle. Et cela va avoir un impact énorme sur l'avenir des confrontations. Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a déclaré hier que sur l'année écoulée, notre volume de production a doublé en ce qui concerne les armes et les équipements de défense fabriqués dans notre pays. Il a ajouté que cela signifie que l'Iran a multiplié par 4 sa production d'armes, qu'elles soient défensives ou offensives. À quel point l'Iran est-il prêt aujourd'hui? Car comme nous le savons, la nouvelle direction ou les nouvelles personnes nommées par le nouveau guide suprême iranien ont essentiellement, je dirais, une stratégie plus offensive que défensive, davantage que par le passé. Selon vous, comment cela va-t-il redessiner l'ensemble de la région? Pensez-vous que le message a été reçu par les gouvernements de la région ou par les États-Unis? Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu les images de l'usine de missiles souterraine que le chef des forces armées et le ministre de la Défense par intérim ont visité ensemble aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas seulement de bases de missiles souterraines et de bases de drones souterraines. Leur recherche et développement se fait sous terre. Leurs usines sont sous terre. Toutes les nouvelles technologies en cours de développement le sont sous terre. Ces nouvelles technologies
sont utilisés pour renforcer les capacités militaires de l'Iran sous terre. Les États-Unis ne peuvent donc rien y faire. L'Iran se prépare à ce qui se passe aujourd'hui depuis des décennies. Et l'Iran mène une guerre du XXe siècle, tandis que les Américains sont restés bloqués au XXe siècle. Donc, c'est juste. Et c'est pour ça que Trump cherche maintenant désespérément à voir s'il peut étrangler le peuple iranien. Il est furieux que les forces armées iraniennes aient vaincu l'Empire. Alors maintenant, il s'en prend aux femmes et aux enfants. C'est comme ça qu'ils sont. Vous savez, comme ces sionistes qui n'arrivent pas à prendre Gaza. Alors chaque jour, ils tirent au fusil de précision sur de petits enfants dans leurs tentes. Pendant qu'ils sont dans leurs écoles sous tente, ils leur tirent dessus et les tuent. Pendant qu'ils marchent ou jouent avec leurs amis, ils leur tirent dessus. Hassem, C'est exactement la même chose. Les sionistes cherchent les femmes et les enfants. S'ils voient une petite fille qui porte de l'eau pour sa famille, ils la bombardent avec un drone. Il n'y a aucune différence entre les gouvernements européens, les États-Unis et le régime sioniste. Ils sont tous pareils. Alors quand ils veulent étrangler l'Iran avec des sanctions de pression maximale, ils veulent étrangler ces petites filles, ces petits garçons, ces enfants. C'est scandaleux. C'est pour ça que je dis, chaque fois que vous passez devant une ambassade occidentale, qu'elle soit norvégienne ou, je ne sais pas, française, peu importe. Ils sont tous pareils. Ils font tous partie de cet empire barbare qui cherche à se venger des gens ordinaires quand il ne peut pas intimider un pays. C'est ce qu'ils font à Cuba depuis des années. À Cuba, l'électricité est coupée. Et quand elle est coupée, ce n'est pas seulement qu'on ne peut plus lire son livre, utiliser son ordinateur portable, son téléphone ou Internet pour travailler. L'électricité est coupée dans les hôpitaux et les enfants qui ont besoin d'être opérés ne peuvent pas l'être. Ou bien les usines qui produisent des médicaments s'arrêtent et ainsi de suite. Ou alors le pays s'appauvrit et ne peut plus acheter de médicaments pour des patients atteints de cancer en train de mourir. Voilà l'objectif. C'est ce qu'ils veulent. Comment les faire souffrir? Des centaines de milliers de personnes sont mortes à Gaza. Ce ne sont pas 70 ou 80 000 personnes. Qui sont ces centaines de milliers de gens qui sont morts à Gaza? Des malades du cancer, par exemple. Ou des gens qui, vous savez, des gens comme vous et moi, qui mènent une vie ordinaire, mais qui ont besoin d'un médicament précis pour vivre. Ils ont un problème cardiaque, une pathologie du cœur, ou des problèmes rénaux ou autre chose. Mais pour la plupart, comme nous le savons tous, les gens prennent certains médicaments, suivent certains traitements, et ils survivent. Ils élèvent leurs enfants. Ce que les Israéliens essayent de faire, c'est d'empêcher tous ces gens de survivre. Retirer tous les médicaments. Ou bien, disons, de petits enfants qui ont des problèmes digestifs et qui ont besoin d'un type d'alimentation particulier, ils empêchent cette nourriture d'entrer. C'est entièrement intentionnel. Pourquoi? Ils veulent que l'enfant meure. Ils veulent que la mère meure. Ils veulent que le père meure. C'est ce que font les Européens et les Américains. C'est leur objectif. Quand il s'agit de l'Iran, quand il s'agit de Cuba, comme ça l'a été pour la Syrie. Ils ont mis la Syrie à genoux. Sinon, pourquoi la Syrie serait-elle tombée? Je veux dire, ceux qui disent que c'était une révolution indigène en Syrie, c'est absurde. Toute la région dépensait des centaines de milliards de dollars pour déstabiliser la Syrie. Ils ont envoyé des dizaines de millions de combattants étrangers. Ils sanctionnaient le pays, ils affamaient le pays, et il leur a fallu 15 ans. Je veux dire, si c'était le cas, si le régime, si tout le monde voulait ces gens d'Al-Qaïda et de Daesh, alors ils seraient tombés en 3 mois, en 3 semaines. Ou comme au Yémen,
Si le véritable gouvernement légitime au Yémen était le gouvernement de Riyad en Arabie Saoudite, alors pourquoi le monde entier s'acharne-t-il sur le peuple yéménite sans parvenir à renverser le gouvernement de Sanaa? Par conséquent, ils ne peuvent pas vaincre Ansarullah, parce que Ansarullah bénéficie d'un soutien légitime. Et je ne veux pas comparer Ansarullah avec l'ancien gouvernement syrien. Il n'y a aucune comparaison possible. Ansarullah, ce sont des héros, et ils ont une morale. L'ancien gouvernement syrien, vous savez, ce n'était pas des saints, loin de là. Il y avait aussi des gens assez odieux. Mais le choix, c'était entre Al-Qaïda, Daesh et ces gens complètement fous. Et bien sûr, le gouvernement syrien. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas pu renverser facilement le gouvernement syrien, c'est que la plupart des gens ne le voulaient pas. Mais quoi qu'il en soit, ils les étranglent. Ils leur retirent leur nourriture. Ils leur retirent leurs emplois. Ils leur retirent leur vie. Et ensuite, ils les mettent à genoux. Voilà donc l'objectif avec l'Iran. Leur seul espoir, puisque les forces armées ont vaincu les États-Unis, ce n'est pas que les Iraniens aient simplement réussi à survivre. Non, ils ont vaincu les États-Unis. Les forces armées de la République islamique d'Iran ont vaincu les États-Unis sur le champ de bataille. Elles ont vaincu le régime israélien sur le champ de bataille. Et elles ont vaincu tous ces régimes supplétifs de la région du Golfe Persique et la Jordanie qui ont aidé les États-Unis dans cette guerre brutale. Ils ont tous été vaincus, cette force combinée. Donc, le seul objectif, le seul espoir maintenant, c'est de mettre les gens à genoux. C'est de détruire les familles. C'est de faire perdre leur emploi aux gens, de les rendre désespérés et démunis pour qu'ils se soulèvent par désespoir. C'est l'objectif des Britanniques. Quand vous voyez une ambassade britannique, c'est à ça qu'elle sert. Quand vous voyez une ambassade française, c'est à ça qu'elle sert. Quand vous voyez une ambassade allemande à côté des armes chimiques qu'ils exportent, c'est à ça qu'elle sert. Vous savez, c'est ça, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est ça l'Occident collectif. Je crois que certains de nos amis russes ont utilisé ce terme les premiers. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un bon terme. Ça ne désigne pas les gens ordinaires en Occident. Eux aussi sont victimes de cette classe Epstein, comme tout le monde. Mais c'est ça l'Occident collectif. Comment interprétez-vous les tensions croissantes entre la Turquie et Israël en Syrie? Vous savez, vous voulez me mettre dans l'embarras parce que certaines personnes en Iran, le gouvernement m'a demandé de ne pas trop critiquer le président turc. Donc, vous me mettez dans une situation très difficile. On m'a même demandé de supprimer un tweet, ce que j'ai fait. Enfin bon, vous savez, d'abord, comme je le dis toujours, quand je parle du gouvernement turc, je parle de la population turque. La population turque est très hostile au régime israélien, probablement la plus hostile de notre région parmi ces pays arabes qui sont dans le camp américain. Je pense que les sentiments anti-israéliens sont sans doute plus élevés en Turquie que dans tous ces pays, si je ne me trompe pas. J'ai vu un sondage qui allait dans ce sens, du moins. Les chiffres étaient tous très élevés, tous au-dessus de 90%. Mais par exemple, en Turquie, c'était autour de 98%. Donc évidemment, je ne parle pas du peuple turc. Mais au final, la Turquie a aidé le régime israélien tout au long de ces 3 années de génocide. Je veux dire, oublions le fait que la Turquie a toujours fait des affaires avec eux. Depuis de nombreuses années, du pétrole provenant d'Asie centrale et du régime en Azerbaïdjan est transporté via la Turquie vers Israël. Ce n'est pas nouveau. Ils ont une ambassade. La Turquie entretient avec eux d'importants échanges commerciaux. Quand Ansarallah et les forces armées yéménites ont bloqué la mer Rouge à destination d'Israël pendant le génocide, certains produits qui ne pouvaient plus arriver d'Asie ont été remplacés par les Turcs, qui les exportaient.
Je veux dire, le gouvernement turc autorisait l'exportation de ces produits depuis la Turquie vers le régime israélien. products to be exported to Israeli regime from Turkey. So the government does business Donc, with le them, gouvernement trade fait with des them, affaires avec eux. they have Il military commerce avec eux. cooperation with them. Il Intelligence coopère sur le plan cooperation. militaire. Il coopère dans le renseignement. Il ne fait aucun doute qu'à l'heure où nous parlons, ils coopèrent dans le renseignement. Ils ont une coopération militaire entre eux. Et puis la Turquie d'Erdogan a collaboré avec les États-Unis pour déstabiliser la Syrie, avec le Qatar et tous ces régimes. Cette immense coalition de pays contre la Syrie, comme je l'ai dit, a mis une décennie et demie. Je veux dire, comparer les richesses combinées de l'Iran et de la Russie à celles de l'Occident collectif et de tous ces régimes riches en pétrole et en gaz. Évidemment, ils avaient les moyens. Si le peuple avait voulu Daesh et Al-Qaïda, le pays serait tombé très très vite, en quelques semaines, au plus tard en quelques mois. Within weeks, most within months. It was really delayed a couple of years. But obviously people didn't Cela a vraiment été retardé de quelques années. Mais évidemment, les gens ne voulaient pas de ces terroristes. Donc, Erdogan a contribué à la destruction de la Syrie. Eh bien, il voulait étendre sa sphère d'influence en Syrie. Et maintenant, il a détruit un solide rempart qui se trouvait entre la Turquie et le régime israélien. C'était le gouvernement syrien. Le gouvernement syrien qui pouvait aussi aider la résistance au Liban, qui aidait aussi la résistance en Palestine. Tout cela a disparu. Le régime d'Al-Qaïda ne va rien faire. Et bien sûr, tout a été détruit en Syrie. Donc Erdogan est en difficulté. Et il n'a pas aidé l'Iran pendant les deux guerres. Les bases radars en Turquie ont été utilisées contre l'Iran. Radar bases in Turkey were used against Iran. AWACS jets of NATO were used against Iran. Des avions AWACS de l'OTAN ont été utilisés contre l'Iran pendant les deux guerres, surtout la seconde. Les AWACS, je ne me souviens pas pour la première guerre. Peut-être qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'époque, mais peut-être ils l'étaient. Donc, il est dans une situation difficile aujourd'hui. Il n'a évidemment pas la puissance de l'Iran. Et il n'a pas toutes ses bases souterraines, ses missiles et ses drones. Mais s'il a besoin d'aide, il ne fait aucun doute que l'Iran soutiendra la Turquie. Aucun doute. S'il y a une guerre, il ne fait aucun doute que l'Iran viendra en aide à la Turquie. Si les Israéliens tentent de prendre la Syrie, il ne fait aucun doute que l'Iran aidera la Syrie. Qu'il s'agisse d'Al-Qaïda, de Daesh, ou peu importe comment vous voulez appeler le gouvernement à Damas. L'Iran aidera la Turquie contre le régime israélien, sans aucune réserve. Oui, je pense que c'est important, parce qu'il s'agit avant tout de mettre fin à l'occupation dans la région. Je pense que la nouvelle architecture de sécurité, ou quoi que ce soit qui est en train de se redessiner dans la région, aurait pour objectif principal de mettre fin à l'occupation. Comme vous l'avez mentionné, l'Iran n'est plus en Syrie. L'Iran aidait, soutenait le gouvernement syrien, vous savez, notamment avec du pétrole, en raison des difficultés. Les États-Unis ont saisi toutes ces installations pétrolières en Syrie. Le gouvernement était soumis à une pression énorme sous Bachar el-Assad. Mais cette époque est révolue. Ils ne sont plus là. Et l'Iran n'a pas de relation avec le gouvernement syrien. Tout tourne autour de la Turquie et de la manière dont elle voit le conflit. Aux yeux des Israéliens, vous voyez, ils parlent de deux mouvements dans la région. L'un d'eux, c'est les frères musulmans, si on peut les appeler ainsi, ou la Turquie avec le Qatar, et peut-être, d'une certaine manière, l'Arabie saoudite. Et l'autre, c'est l'Iran, et l'axe de la résistance, aux yeux des Israéliens, lorsqu'ils parlent de la région. Pensez-vous que ces deux forces, même si je ne reconnais pas ce type de définition, je le mentionne parce qu'Israël voit les choses ainsi, sont en train de se rapprocher, d'une façon ou d'une autre, à la suite de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ou bien peut-on être optimiste et espérer que toutes ces forces se rassemblent pour mettre fin à l'occupation en Syrie, à l'occupation au Liban et à l'occupation qui est la principale source de tout le conflit en Asie occidentale, en Palestine? Est-il possible que tous ces pays se réunissent?
for all these countries to come together? No, I don't see any of the Non, countries in je ne the vois Gulf aucun region de ces pays de la région du Golfe separating Persique from jamais s'éloigner des and États-Unis. they are proxies of Ce sont des mandataires des and the États-Unis. people in these Les countries populations de ces pays have ont their leurs own views. But, propres opinions. whenever in the Western Chaque media fois que les médias Arabs occidentaux want to disent do que les deals, Arabes veulent conclure un accord avec Israël, ils parlent de ces dictatures, de ces dirigeants familiaux qui contrôlent le gouvernement avec l'aide de l'Occident. Au Qatar, si quelqu'un critique le dirigeant, cette personne a des ennuis. Aux Émirats, cette personne a des ennuis. in the Emirates, the person's in trouble. And so, I mean, in Iran, as you know better than I, Je veux dire, en Iran, comme vous le savez mieux que moi, on peut y aller, et les gens vont. Vous savez, je me souviens qu'avant la guerre, certaines personnes disaient, ces gens écoutaient ces médias en langue persane basés en Occident, financés par le Mossad, les Saoudiens, les Américains, les Britanniques et les Français. Vous savez, BBC Persian, Iran International, ou tous ces autres médias, ainsi que leurs chaînes Telegram, les différentes chaînes Telegram, tous ces sites Internet et toutes ces armées en ligne. Comme en Albanie, où ils ont, disons, 3000, 4000 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 pour produire du contenu sur Facebook, Instagram, Twitter. Et chacune d'elles a des dizaines de comptes. And all of them have each of them have tens of accounts. So, Alors, ces Iraniens, ils voulaient, these, je me souviens qu'ils disaient, oh, vous savez, il a quitté le pays, ou il est, vous savez, ou encore les gardes sont partis. Ils ont envoyé leur famille à Moscou, ou ils les ont envoyés au Venezuela, avant le Venezuela. Et vous savez, vous regardiez ces gens et vous vous disiez, enfin, ces gens sont fous. Mais ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Vous preniez un taxi, vous étiez sur le campus, vous voyez des gens complètement fous dire des choses. On ne peut pas parler comme ça dans ces pays-là. On ne peut pas dire des choses sensées dans ces pays-là. Ces gens sont fous. On ne peut pas formuler des critiques raisonnables. Donc ces régimes restent au pouvoir parce que les Américains et l'Occident les maintiennent au pouvoir, à cause des richesses pétrolières et gazières, à cause d'Israël et de toutes ces autres questions. Because of the oil and the gas wealth and because of Israel and all these other issues. No, I don't see them standing up to the United States. If they do, Iran Non, je ne les vois pas tenir tête aux États-Unis. S'ils le faisaient, l'Iran s'en réjouirait. L'axe de la résistance s'en réjouirait. Peut-être qu'à un moment donné, par désespoir, ils essaieront de changer de cap. Mais je ne vois pas cela se produire, non. Mais une grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui, de ce que les Israéliens essayent de dire, à savoir qu'il existe un axe sunnite, c'est évidemment absurde. L'axe de la résistance est là pour aider le peuple palestinien, qui est sunnite. Donc ce n'est pas un axe chiite. C'est absurde, d'abord. Ce sont les seuls à les avoir soutenus. Mais aujourd'hui, le régime israélien devient de plus en plus désespéré, et ses actions ne servent pas les intérêts du régime. Il veut, vous savez, créer le grand Israël. Les fous les sionistes les plus fous veulent créer un grand Israël. Et en même temps, des gens comme Netanyahou ont besoin de crise après crise pour se maintenir au pouvoir. in order to maintain power. And his opponents are going to use the same sort of rhetoric to get him out Et of ses power. opposants vont utiliser le même genre de rhétorique pour le chasser du pouvoir. Ce n'est donc pas un peuple sain d'esprit. C'est un régime insensé, avec une population insensée. Et donc leurs actions contre la Syrie, contre la Turquie, contre d'autres pays, ne servent pas les intérêts du régime israélien. En réalité, elles peuvent pousser peut-être, la Turquie à se rapprocher de l'axe de la résistance. C'est possible. Pour la Syrie, cela pourrait pousser le pays, pas nécessairement les dirigeants actuels, mais cela pourrait pousser le pays à revenir vers l'axe de la résistance. Mais les pays qui assistent les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, The countries that are assisting the United States in the war against Iran, no. Le problème, qui a d'ailleurs été évoqué par l'ambassadeur américain en Turquie, dans la région et en Syrie, Tom Barak. Il a dit que la Turquie, avant de continuer, vous vous souvenez qui est Tom Barak, n'est-ce pas?
remember who Tom Barak is, right? He's the guy in Epstein C'est le file. type qui figure dans les dossiers Epstein. Et Epstein lui envoie un email en disant « Envoie une photo de ta... C'était quoi? Sa petite fille ou quelque chose comme ça. Les enfants ou quelque chose comme ça. Quelque chose de vraiment dérangeant. Bref, désolé pour ça. Anyway, sorry about that. Yeah. He said Turkey said openly that they don't Il a have dit que la Turquie avait déclaré ouvertement qu'elle n'adoptait pas une posture agressive ou offensive envers Israël, qu'elle ne voulait pas s'engager dans des opérations militaires, qu'elle voulait une Syrie souveraine et indépendante. Vous savez, je pense que ces deux choses ne vont pas ensemble aux yeux d'Israël. Il n'y a plus de Syrie souveraine. Ils ont tout détruit en Syrie. Ils occupent la Syrie, dans le sud du pays. Et pensez-vous que finalement, il y ait une sorte de... Vous savez, à mon avis, aucune solution ne se dessine en Syrie. D'un côté, il a dit que la Turquie ne voulait pas d'escalade, ne voulait pas riposter, et Israël les attaque dans le nord de la Syrie. De l'autre, ils veulent une Syrie souveraine et indépendante. Or, ces deux choses ne vont plus ensemble. Comment l'expliquer? À quel point la situation est-elle critique? How is that? How do you see this situation? How critical is that? Well, you know, this is one of the interesting things. They said. Eh bien, vous savez, c'est l'une des choses intéressantes. Il disait, je veux dire, cela venait de l'argent saoudien, émirati, qatari et des médias occidentaux, que la Syrie était un proxy de l'Iran et que l'Iran soutenait le régime Assad parce qu'il était alaouite. D'abord, les alaouites, enfin le régime alaouite en Syrie, comme il l'appellerait, n'avait de toute façon pas une opinion très positive des chiites, disons au moins dans leur hiérarchie. Et sa propre femme est sunnite. La plupart des dirigeants d'entreprises du pays sont sunnites, et il y a beaucoup de chrétiens et d'autres communautés. Mais l'Iran se moquait de savoir si Assad était alaouite, sunnite, chiite, chrétien ou autre. L'Iran voulait pouvoir aider ses alliés dans la région, et la Syrie y contribuait. Est-ce que l'Iran avait, avant 2013, une influence à l'intérieur de la Syrie? Did Iran have influence inside Syria? Of course not. The Syrians would not, Bien sûr que non. Les Syriens n'auraient pas. Vous savez, les Iraniens. Vous savez, l'État syrien était très prudent vis-à-vis de l'Iran. La Syrie avait des liens plus étroits avec la Turquie qu'avec l'Iran. Elle avait des liens plus étroits avec les Émirats et l'Arabie saoudite qu'avec l'Iran et le Qatar. Les princes qataris se faisaient construire des palais en Syrie. Erdogan et sa femme partaient en vacances avec Assad et sa femme. Ils n'ont jamais eu ce genre de relation avec l'Iran. Ils n'ont jamais eu avec l'Iran le même genre de relation d'affaires qu'avec ces pays-là. L'entente entre l'Iran et la Syrie portait sur la résistance. Et même là, il y avait de profondes divergences. La Syrie accueillait le Hamas. La Syrie accueillait le djihad islamique palestinien. À l'époque, elle aidait et soutenait le Hezbollah. It assisted, it helped Hezbollah back then. But in some instances, Iran and Syria were. Mais, dans certains cas, l'Iran et la Syrie étaient en désaccord sur la situation au Liban. Je parle d'avant 2011. Donc le soutien de l'Iran à la Syrie, c'était à cause de la Palestine et à cause de l'Empire. Et après cette sale guerre qu'Obama a déclenchée contre la Syrie, l'Iran a soutenu le gouvernement syrien parce que c'était l'objectif de l'Empire. Et Erdogan et d'autres, encore une fois, vous allez me causer des problèmes, ont fait un pacte avec le diable. Et pour cacher le fait qu'ils faisaient un pacte avec le diable, ils ont essayé de présenter ça comme une affaire confessionnelle. Je l'ai déjà expliqué lors de votre dernière émission et je risque d'ennuyer votre audience. Mais quelle est la preuve que pour l'Iran, ce n'était pas confessionnel? L'Afghanistan. La meilleure preuve possible. Qui a permis aux talibans de se débarrasser des États-Unis? Les Iraniens. Ce n'était pas le Pakistan. Ce n'était personne d'autre. C'était l'Iran. C'était le général Soleimani, qui s'est mis en colère contre les Iraniens à cause de ça. Beaucoup de chiites, beaucoup de tadjiks persanophones, beaucoup d'ouzbeks. Il disait, l'Iran aide ses extrémistes et nous ignore, alors même que ces extrémistes vont nous prendre pour cible.
Mais bien sûr, la première génération des talibans et la deuxième génération, la deuxième était différente de la première, ont subi une influence iranienne. L'Iran a influencé certains aspects de l'évolution de la deuxième génération des talibans, même si nous avons toujours d'énormes désaccords sur les droits des femmes, la scolarisation et ce genre de choses. Mais l'Iran estimait que la victoire des talibans sur les États-Unis était une bonne chose. Their victory over the United States was a good thing. Why? Because the worst possible outcome for this region Pourquoi? is for Parce que la pire issue possible pour cette région, c'est que l'Empire domine, que l'Empire gouverne. Donc, que ce soit en Afghanistan ou en Syrie, l'objectif de l'Iran était le même, résister à l'Empire. Que ce soit en Amérique latine, dans notre région ou en Afrique du Nord, partout où l'Empire se tient, l'Iran se trouve de l'autre côté du champ de bataille. Pourquoi? Parce que la pire issue possible, c'est cet empire. C'est l'empire américain. Et c'est l'idéologie sioniste qui domine cet empire. Donc pour l'Iran, telles étaient les priorités. Pour ceux qui ont fait un pacte avec le diable, ce n'était pas la priorité. For those who did a deal with the devil, that was not the priority. And now they're facing the consequences. Et maintenant, ils en subissent les conséquences. Ils continuent de transporter du pétrole. Ils continuent d'avoir une position politique. Enfin, au début de la guerre à Gaza, le président Raïssi, lors de cette conférence islamique qui s'est tenue en Arabie Saoudite, a essayé de convaincre les pays de rompre leurs relations avec le régime israélien. Et ces pays, je ne veux pas nommer le pays, mais le dirigeant de l'un d'eux a dit, si tous les autres acceptent de rompre les relations, nous le ferons aussi. Autrement dit, non, nous ne le ferons pas. Donc au plus fort du génocide, à Riyad, le président iranien essayait de convaincre tous ces pays de rompre tous leurs liens avec le régime israélien. Je veux dire, sur ces 50, 60 pays, vous savez, la moitié entretient une forme de relation. Ceux qui sont proches du régime israélien, géographiquement parlant, et qui ont les relations économiques et politiques les plus importantes avec lui, auraient eu un impact énorme s'ils avaient rompu leurs liens. Ils ont refusé. Ils ont donc fait un pacte avec le diable. Ils ont refusé de tenir tête au régime israélien, de l'affaiblir en rompant les relations. Eh bien, maintenant, c'est devenu un problème grandissant pour eux. Mais quoi qu'il en soit, l'Iran se tiendra aux côtés de la Turquie, sans aucun doute. S'il y a une guerre, l'Iran entrera en guerre. L'Iran ne va pas laisser le régime israélien faire n'importe quoi à la Turquie et s'en tirer comme ça. Je pense qu'avant de conclure, professeur Marandi, comment voyez-vous la situation actuelle? Les États-Unis semblent avoir décidé de ne pas poursuivre cette politique de représailles et de pression sur l'économie iranienne. Voyez-vous une possibilité que les États-Unis retournent à la guerre, ou peut-être Israël ou l'Iran? Oui, c'est une possibilité. Mais ne pensez pas qu'ils sont les seuls à avoir des options. Si les Américains tentent d'étrangler l'Iran, l'Iran fera tout ce qu'il faut, fera tout ce qui doit être fait pour vaincre les États-Unis. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est la troisième fois que je le dis, il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous ne sommes pas en cessez-le-feu. Et toute la coalition qui a soutenu et soutient les États-Unis et qui continue d'accueillir l'armée américaine. À l'heure où nous parlons, au Qatar, des avions ravitailleurs américains et d'autres moyens y sont basés en ce moment même. Et c'est pareil dans ces autres pays. Donc, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et l'Iran fera tout ce qu'il faut pour vaincre les États-Unis, comme Malcolm X l'a dit un jour, par tous les moyens nécessaires. C'est la situation à l'heure actuelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Merci Nima, c'est toujours un grand plaisir. Thank you.